Je représente la Fabrique à Projet, qui est un dispositif de la mission locale. Donc, j'accompagne des porteurs de projets sur la création d'activités, donc à la base de 16 à 25 ans, mais pour les plus de 25 ans aussi, sur tout type de projet, que ce soit projet associatif ou sur projet d'entreprise comme auto-entrepreneur, SARL, etc., etc., sur différents statuts juridiques. Donc, merci d'être présent. Et je vais laisser la parole donc à Mélanie. Bonjour, donc je suis Mélanie Maoudot, donc je suis chargée d'accompagnement pour les coopératives d'activité COP Alpha et COP EBAT. Donc je ne sais pas si vous connaissez les coopératives d'une manière générale. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des coopératives dans le domaine du vin, agricole. Donc l'idée c'est un peu la même chose. En fait, ce sont des entrepreneurs qui montent une activité seuls ou sur des collectifs de 2 à 3 personnes et qui, plutôt que d'être tout seuls, choisissent de mutualiser des ressources et des moyens. Donc aujourd'hui, COP Alpha et COP EBAT, on accompagne 250 entrepreneurs sur la Gironde. Et donc moi, je m'occupe d'un portefeuille d'entrepreneurs, d'une 60aine d'entrepreneurs, plutôt sur la zone de la métropole Rive-Gauche, sur Saint-Médard, le Haillan, le Bouscat, voilà. Donc ce qu'on voulait faire avec Stéphanie aujourd'hui, c'était vous présenter un petit peu les étapes de la création d'entreprise, les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour monter son activité. Donc surtout, si vous avez des questions, s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas du tout claires ou que j'utilise un jargon que vous ne comprenez pas, surtout n'hésitez pas à me dire stop, on ne comprend rien, parce que des fois on essaye d'adapter notre vocabulaire, mais quand on l'utilise tous les jours, c'est pas toujours facile. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire je comprends rien, help me, éclaire-nous un petit peu. Voilà. Donc on voulait faire un tour de table, étant donné qu'on a pris peut-être un petit peu de retard et que vous êtes nombreux, on va peut-être se passer du tour de table, mais peut-être juste nous rappeler quel est le public. D'accord. Sachant que j'en ai déjà une là qui est très intéressée par ce sujet, ça n'est pas bien, mais je me dis quand même. Et donc, spécial dédicace pour cette jeune fille. Si vous n'avez pas vu la belle chimie, personne n'aurait su que je parlais de. Voilà, donc futur entrepreneur à amener à créer pourquoi pas leur entreprise. Ça peut leur donner des idées du coup. Je pense que ça peut, en tout cas j'espère que ça peut évidemment faire mûrir chez eux une certaine volonté. Exactement. C'est le but de cet atelier. Quel établissement? l'ICFA, le centre de formation de la Chambre de commerce. Ils sont tous à fond. D'accord. Tous en alternance. Ils ont déjà tous une petite expérience en entreprise. Donc, première chose qu'on voit, c'est vrai que généralement les porteurs de projets, enfin je sais pas toi Stéphanie, mais qu'on rencontre souvent, la première chose qu'ils nous disent, c'est quel statut juridique je vais choisir parce qu'il faut que je paye le moins de cotisations possible. Perdu, je dirais que tout bon accompagnateur vous dira qu'en amont, il y a déjà plein de choses à valider, notamment tester son projet, qu'est-ce que j'ai envie de monter. Et donc la première chose déjà à voir, c'est nous ce qu'on valide, c'est l'adéquation homme-projet en tout cas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà repartir de vos motivations. Je dirais, voilà, vous souhaitez créer une entreprise, quel est l'objectif? Est-ce que vous souhaitez créer votre propre emploi? Est-ce que vous avez envie d'avoir des salariés? Est-ce que vous avez envie d'être millionnaire? Donc c'est important voilà, de repartir sur déjà quelle est ma motivation? Pourquoi je crée une entreprise? Voilà, puisque ça pourra aussi influencer, je dirais, le statut que vous allez choisir. Vos objectifs, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de la création, on a beaucoup de gens qui viennent. Ça peut être premier objectif, vivre de mon activité à temps plein. Ça peut être créer mon emploi parce que j'arrive pas à trouver d'emploi salarié. Ça peut être essaimer mon modèle. Voilà, j'ai envie de monter un projet, puis j'ai envie de le développer un petit peu partout en France. J'ai envie d'avoir une activité à temps partiel parce que voilà, je sais pas, moi je suis une maman et que voilà, j'ai envie de m'occuper de mes enfants. Donc c'est important déjà de repartir sur voilà, quelles sont vos motivations premières, quel est votre projet d'entreprise. Quelles sont les qualifications que vous avez et les compétences requises pour monter votre projet d'activité? On a beaucoup de gens qui viennent qui disent voilà, j'ai envie de monter ce projet-là, et puis qu'on part regarder l'environnement, qu'on part regarder, je dirais, quelle est la législation. Donc voilà, là on a beaucoup de gens qui veulent monter de la restauration rapide et qui n'ont jamais eu d'expérience. Voilà. Donc c'est peut-être déjà regarder voilà, qu'est-ce que j'ai envie de monter, quelles sont les compétences que j'ai, est-ce que j'ai toutes les compétences pour monter mon activité. Voilà, je dirais que c'est pour moi, une chose en tout cas qui est essentielle, puisque vous allez voir que quand on devient chef d'entreprise, on a quand même beaucoup de compétences à acquérir. Vous avez souvent une compétence métier. Voilà, je sais pas, je suis coiffeuse, je sais coiffer des cheveux. Par contre, j'y connais rien en gestion d'entreprise, j'y connais rien en juridique, je sais pas à quoi ça m'engage. Donc voilà, déjà de repartir au moins sur votre compétence métier. Voilà,
voilà, quelles sont les choses dont j'ai besoin. Je ne sais pas, par exemple, pour être formateur, on a beaucoup de gens donc, qui viennent nous voir qui disent, bah voilà, j'ai envie d'être formateur aujourd'hui. Bah, être formateur, il y a quand même toute une réglementation, donc on ne s'improvise pas formateur, je dirais, non plus du jour au lendemain. Par rapport aux qualifications, en fait, il y a des métiers en fait, qui sont des activités réglementées, bien sûr, comme plombier, enfin voilà, des métiers un peu artisanaux, qui du coup demandent à avoir des qualifications, à avoir des diplômes pour pouvoir exercer cette activité-là. Exactement. Voilà, dans le bâtiment, c'est très réglementé, notamment après, si vous voulez avoir une assurance professionnelle, enfin, c'est obligatoire. Donc, voilà, donc là, il y a des diplômes qui sont la plupart du temps demandés. Hein. Donc, les qualifications et compétences requises. Les soutiens, voilà, c'est important aussi. Voilà, est-ce que vous êtes soutenu? Qu'est-ce que vous avez comme soutien financier, moral, personnel, de votre famille? Mais de refaire quand même un petit peu les listes, les soutiens au niveau de mon réseau. Et je dirais votre situation personnelle. Enfin, nous, on la vit beaucoup parce qu'on a beaucoup de gens qui souhaitent créer leur entreprise, des fois parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi et qui arrivent, qui ont plus d'indemnité chômage et qui nous disent, bah voilà, je veux créer mon entreprise. Et puis, par contre, j'ai pas du tout de quoi vivre. Donc, je dirais qu'il y a quand même des prérequis, voilà, et la situation financière peut en faire partie. Donc, voilà, c'est ça. Donc, quelle est votre situation personnelle? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Indemnisé, pas indemnisé? De combien vous avez besoin par mois pour vivre de votre activité? Voilà. Bon, voilà. Déjà repartir, je dirais, sur voilà, quel est mon projet d'entreprise? Il peut être aussi en plusieurs étapes, hein, c'est ce que j'ai tendance à dire. On a vu beaucoup de jeunes ce matin, on est beaucoup sur le mythe de l'entreprise, c'était rigolo parce que du coup je reçois des personnes en lycée qui me disent « Ah mais c'est super, vous accompagnez des entreprises, vous accompagnez Google et Facebook ». Oui, peut-être que dans 20 ans ce seront les nouveaux Google ou Facebook, mais je dirais que la création d'entreprise aussi on passe par étapes hein, et on ne crée pas comme ça un empire entrepreneurial du jour… Ce qui est important, du coup, c'est de suivre vraiment bien toutes ces étapes-là et pas de commencer à créer, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup aussi. Des personnes qui vont créer leur activité, je parle d'auto-entrepreneur parce que c'est le plus facile, on croit plus qu'on est auto-entrepreneur, et après revenir nous voir en disant, mais voilà, maintenant je suis créé, et maintenant je fais quoi Alors c'est pas trop dans cette étape-là, et du coup, c'est pour ça qu'on présente aussi les étapes, et que c'est si bien, on présente les étapes de la création, parce qu'elles sont importantes, chaque étape en fait est importante. Puis c'est important aussi de le formaliser par écrit. Souvent, des fois, on pense qu'on l'a dans la tête et qu'on sait déjà tout. Et puis des fois, quand je dis, des fois, on pense mal. Donc c'est bien de pouvoir le mettre par papier. Alors, l'étude de marché, terrain, qui pour moi est l'étape la plus importante dans la création d'entreprise. Donc je ne sais pas si en BTS MUC vous étudiez ça. Hein. Donc analyser mon environnement. Hein. Donc je pense que vous avez tous Bah oui, non mais après il faut l'appliquer sur la pratique et c'est vrai que c'est des outils un petit peu que, parce que moi aussi hein, j'ai fait école de commerce, donc c'est des outils qu'on étudie, mais je trouve qu'ils peuvent très bien s'adapter aussi sur le lancement d'une activité. Donc analyser mon environnement, bah, vous connaissez tous l'étude Pestel, hein, je pense, donc quel est mon environnement politique, quel est l'environnement dans lequel j'évolue. Non, mais moi, par exemple, j'ai une entrepreneure, elle est rédactrice, donc elle travaille avec pas mal de collectivités. Et là, le changement en fait d'élus, de mairie, du coup, elle a perdu quasiment ses plus gros clients et elle n'avait pas anticipé. Voilà, donc je dirais que c'est à une moindre échelle. Là, je vous parle à l'échelle de la TPE, mais c'est quand même, voilà, ça peut avoir un impact. Voilà, c'est vrai que nous, on l'étudie à l'échelle des grandes écoles, sur des grosses entreprises, mais ça peut avoir aussi un impact économique. Hein, c'est ce que tous les entrepreneurs vont nous dire, la crise socio-culturelle, technologique, écologique, et je dirais législative. Déjà, première chose, voilà, quelle est la réglementation sur le métier dans lequel je vais exercer. Enfin, je ne sais pas quels sont les taux de TVA sur mon activité. Est-ce qu'il faut que j'ai une certification. Enfin, après, ça peut aller loin. Donc déjà étudier, et puis aussi à l'échelle de votre territoire, c'est-à-dire que c'est très bien. Alors moi, j'ai plein d'entrepreneurs qui me disent, j'ai fait mon étude de marché, je suis allée télécharger des choses. Alors vous avez l'APCE qui est le site de l'Agence pour la création d'entreprises. Ce sont des études nationales. Ce qu'il va falloir aller chercher quand même, c'est vous sur votre territoire. Voilà. Et donc cette étude de marché, vous aurez beau lire des choses, elle se fait quand même en allant récolter de l'information sur le terrain. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller questionner, faire des entretiens,
voilà, faire des entretiens conseils avec des experts. Moi, c'est ce que je dis même à des entrepreneurs. Des fois, n'hésitez pas à appeler même ce qui peut vous paraître absurde, vos concurrents directs. Voilà, questionnez-les. Moi, la plupart du temps, les entrepreneurs, c'est rare quand ils se prennent une porte fermée. Il y a des entrepreneurs qui sont contents aussi de partager leur expérience. Donc, il ne faut pas hésiter à les questionner, à les récolter de l'information. Voilà, plutôt que je dirais de lire des documents qui sont déjà qui donnent. Moi, on a des entrepreneurs, quand on lit l'étude de marché, c'est la catastrophe, il n'y a plus du tout de marché. Puis dans les faits, en fait, ben voilà, ils arrivent à trouver un positionnement qui est clair, ils arrivent, donc voilà, n'hésitez pas à aller questionner. Hein. Donc ben voilà, identifier ma concurrence directe et indirecte, oui, c'est vrai. Je pense que tu as déjà vu aussi où plein d'entrepreneurs disent oui, moi j'ai l'idée du siècle, on n'a jamais vu ça, puis en fait ils n'ont pas étudié leur marché, puis en fait leur idée ça fait déjà 5 ans qu'elle existe, il y a déjà des concurrents, donc voilà. Et voilà, moi c'est vrai que je dis même, mais n'hésitez pas à aller les questionner, ou alors appeler des personnes qui ont le même projet que vous et qui sont sur d'autres territoires, voilà, vous n'allez peut-être pas être leur concurrent direct, sur les questionner, ben, par quoi ils sont passés, comment ça se passe, ça va jusque là, bon je pense que... bah, déceler les facteurs clés de succès de vos concurrents. Oui. Déceler les facteurs clés de succès, bon bah vous savez ce que c'est, hein. Qu'est-ce qui marche chez vos concurrents? C'est vrai que si vos concurrents ils font tous la même chose, ça sert à quoi de faire la même chose qu'eux? Bon voilà, après c'est se poser la question. Hein. Étudier les besoins clients et leur profil, oui. Moi j'irais même plus loin sur voilà, tester votre marché plutôt que de vous lancer dans des... je vous donne un exemple. J'accompagnais un entrepreneur, là il faisait des t-shirts. Ah, super, il me dit oui, mais tu comprends pas, Mélanie, moi, si je fais que 500 t-shirts, ça va me coûter beaucoup plus cher que si j'en fais 20 000, donc j'en fais 20 000. Ok, il fait 20 000 t-shirts. Il teste auprès de sa clientèle, voilà, il fait du dépôt-vente dans les boutiques. Les t-shirts qui partent, ce sont que des tailles S, rose pour hommes. C'était pas du tout ce qu'il avait prévu, il se retrouve avec un stock sur les bras. Donc n'hésitez pas à tester aussi votre idée sur des petites quantités, sur des prototypes. Souvent, des fois, on se dit oui, mais ça va me coûter moins cher. Oui, dans les faits, le t-shirt, il lui a coûté moins cher. Par contre, il se retrouve avec un stock qu'il n'a pas vendu. Et là, par contre, il a perdu de l'argent. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller tester des projets. Enfin, je ne sais pas, sur ceux qui ont des créations de produits, il y a plein de choses qui existent. Vous avez des Fab Labs à Cap Science où vous pouvez créer des prototypes que vous pouvez tester. Voilà, c'est aussi revenir sur vraiment... Voilà, restez pas enfermés chez vous. Moi, si je peux vous donner un conseil en se disant, oui, moi, je pense que ça va marcher. Des fois... la plupart des gens, ils testent leurs produits, ils testent, et finalement, ce qu'ils avaient pensé, c'est pas ça forcément qui marche. Donc, étudier les besoins clients et leur profil, oui, voilà, aller questionner, savoir bah, voilà, de quoi a besoin votre client, quel est leur profil, puis valider aussi, parce que des fois, il y a un besoin sur le marché, puis il n'y a pas toujours une demande. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un besoin qui est identifié, puis des fois, il n'y a pas de budget, ou c'est, je sais pas moi, trop innovant. Voilà. Identifier mes partenaires et mes prescripteurs. Moi, je crois aussi que la création d'entreprise tout seul, maintenant, sans avoir de partenaire et de prescripteur, c'est pas possible. Donc, entourez-vous de... Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un prescripteur. C'est quelqu'un qui va travailler avec la même cible que vous, qui va avoir la même typologie de clientèle, mais qui, par contre, peut proposer une offre de service qui est complémentaire à la vôtre. Voilà. Donc, c'est-à-dire que moi, souvent, je dis, il y a plusieurs stratégies. Hein. Soit vous êtes des très bons prospecteurs et donc vous faites un BTS MUC. Hein. Soit vous allez chercher le client en direct et voilà, vous allez faire de la prospection directe. Soit vous vous entourez de réseaux, voilà, un club d'entreprise, réseau d'affaires, métier. Et puis, vous allez commencer à vous constituer un bouche à oreille. Parce que alors ça, moi, c'est un mythe auquel je ne crois plus. Souvent, j'ai plein d'entrepreneurs qui me disent, comment tu vas prospecter? Le bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça n'existe pas. Voilà, moi je déteste quand on me dit ça. Le bouche à oreille, il vient parce que vous avez mis en place des actions, parce que vous êtes dans un réseau, parce que vous avez eu vos premiers clients, mais il faut aller un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire que si on attend chez soi que l'entreprise se développe, perdu. Hein, voilà, c'est ça. Donc voilà, d'identifier des partenaires avec qui vous allez pouvoir travailler, des prescripteurs, donc voilà, des clubs d'entreprise, des espaces de coworking, voilà, il y a de quoi faire. Et puis des partenaires avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Vous n'allez peut-être pas avoir toutes les compétences pour tout faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous entourer. Bon, délimiter ma zone de chalandise. Oui, hein, la zone de chalandise, c'est la zone d'intervention hein, sur laquelle vous souhaitez être. Voilà, est-ce que vous êtes au niveau national? Pourquoi pas international hein. Nous, on a des entrepreneurs qui se déplacent dans le monde entier. Hein. Voilà, réaliser une étude quantitative et qualitative. Oui, mais après j'insiste terrain, voilà, aller lire juste de l'information sur la PCE, c'est pas... Alors, bien sûr qu'il faut y aller, je vous dis pas de ne pas le faire, hein, mais voilà, c'est pas suffisant, voilà, d'aller questionner quand même
Voilà, n'hésitez pas à confronter votre projet à la réalité. Au pire, vous aurez juste un petit problème à l'ego pendant quelques heures, mais après ça passe au moins. Voilà, il y a quand même un vrai retour. Bon, stratégie commerciale et marketing, hein, comment j'y vais, hein, positionner votre entreprise. Donc je pense que vous connaissez déjà le mix marketing, bon, les 4 P. Hein. Je sais que maintenant on fait, enfin moi déjà à l'époque où j'étais en école de commerce, on fait même les 8 P, les 10 P. Non, on est resté à 4. Ah, vous êtes resté à 4, ok. Non, mais je trouve que c'est quand même, ouais. Non, mais je trouve que c'est un super bon outil synthétique qui permet de valider quand même la cohérence du positionnement de votre entreprise, quoi. Voilà, nous on a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui se disent oui, ouais, je suis du haut de gamme, mais par contre, comme je suis nouveau, je suis en dessous des prix du marché. Être en dessous des prix du marché, c'est pas un positionnement. Hein. Soit vous êtes en dessous parce que vous avez une réduction des coûts, soit parce que vous êtes plus rapide, soit, mais voilà, on n'est pas en dessous des prix du marché. C'est pas un positionnement, voilà. Et c'est ce qu'on a souvent tendance à faire tout de suite. Hein. Bon, différenciez-vous de vos concurrents, oui, hein, mettre en avant votre valeur ajoutée, créer votre réseau, hein, voilà. Et là, je parle vraiment sur la création de votre réseau. Et attention, là, souvent il y en a qui me disent, oui, mais moi j'ai mon réseau perso. Votre réseau perso, c'est pas toujours votre réseau d'entrepreneur. Hein. Moi, j'ai quelqu'un, là, une coiffeuse qui est justement un petit peu plus sur du haut de gamme, qui me dit, ah, mais moi, ma famille, ils veulent pas parce que je suis trop chère. Ils trouvent que je suis trop chère. Oui, mais voilà, ta famille, c'est peut-être pas ton cœur de cible. Donc, voilà, c'est bien aussi de questionner votre réseau proche, ça peut être un soutien, mais des fois, voilà, ils n'ont pas toujours non plus raison. Hein. Bon, identifier les méthodes de prospection directe et indirecte en adéquation avec vous, votre personnalité, votre activité. Oui, voilà, après, c'est ce que je dis aussi, c'est votre personnalité. Pour moi, des méthodes de prospection, il en existe plein. Hein. Je pense que vous les avez déjà listées. C'est surtout bien vous connaître, vous, votre personnalité, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, voilà, et qui vous correspond. Voilà. Moi, après, je crois beaucoup au réseau parce que la prospection directe, je pense que c'est très fatigant. Après, c'est un métier. Ouais. C'est un métier. Ouais. Ouais. Ah ouais, il faut vraiment avoir des outils. Moi, je crois beaucoup aussi, je crois que c'était un tennisman, mais je sais plus qui c'est. Il disait la clé du succès, c'est la confiance en soi, et la confiance en soi, ça vient de la préparation. Donc voilà, il faut préparer tous ces outils. Donc quand je prospecte par téléphone, il faut que j'ai mon scénario téléphonique. Parce que sinon, pour l'avoir déjà vécu, on a tendance un peu à broder, à faire à la première objection. Donc c'est vrai que ça se travaille. Voilà, il y a vraiment des outils. Donc voilà, identifier les méthodes de prospection directe et indirecte, oui. Hein, voilà, direct, ce que tu disais, je pense vraiment au téléphone, au flyer, au porte-à-porte, et puis après à la prospection qui pour moi est plus indirecte, qui est plus le réseautage. Voilà, on n'a pas forcément des retombées immédiates. Mais oui, ça peut être pour moi, le réseau, quand même, ça met vraiment du temps à se construire. Hein. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Ah, mais moi, ça fait 3 mois, j'ai pas de retombées. » Oui, hein, ça vient pas comme ça. Hein. Voilà, et je le redis, testez votre marché. Oui, allez vous confronter à la réalité, quoi. Le prévisionnel financier. Alors, nous, c'est vrai que chez Copalpha, on a une méthode un peu... voilà, c'est vrai qu'à l'entrée, on ne demande pas forcément un prévisionnel financier parce que... pour l'avoir fait aussi, hein, moi quand j'étais étudiante, on faisait des prévisionnels financiers d'entreprise, on faisait des très beaux avec des entreprises qui faisaient 1 milliard, 1 million de chiffre d'affaires. Sur le papier, ça semblait très bien, puis dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Donc, moi, le prévisionnel financier, voilà, j'y crois, mais dans une limite. Mais c'est déjà peut-être, voilà, lister le matériel nécessaire que vous avez pour débuter votre activité. On a plein de gens qui viennent nous voir qui disent « Ah, moi, pour commencer, j'ai besoin de 50 000 euros. Voilà, je veux faire du secrétariat à domicile. Et en fait, on a, ah oui, mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de ça? Ok, est-ce que tu as besoin de ça aujourd'hui? Il existe quand même des alternatives pour se lancer où on n'a pas forcément besoin de louer 110 mètres carrés, de s'engager. Donc voilà, c'est peut-être... voilà, il faut aussi voir en plusieurs étapes. Là, c'est vrai que nous, on a une entrepreneur, elle fait des produits ménagers bio, écologiques. Et au début, elle était, ah oui, voilà, il faut que j'achète une cuve à 100 000 euros. Je dis, ok, mais elle a un partenariat avec déjà quelqu'un qui peut le faire produire. Je dis, ok, mais là, tu es arrivé au maximum. Elle me dit, ah bah non, pour l'instant, j'ai vendu que, j'exagère, peut-être 50 produits. Oui, mais pour exploiter à fond mon producteur, il faut que j'en vende 2500 par mois. Bon, peut-être qu'avant d'acheter la cuve, qui coûte cher, on a peut-être une autre étape. Donc voilà, c'est vraiment se dire, bah voilà, pour démarrer, j'ai besoin de ça. Et puis après, bah voilà, forcément, vous aurez peut-être besoin de plus. Puis on va y aller par palier. Voilà. Hein.
Blablacar, les startups, ça fait pas start comme ça d'un coup, ou en tout cas, ça représente pas la majorité des entreprises. Calculez votre seuil de rentabilité. Je ne sais pas si c'est le chiffre d'affaires qu'il faut atteindre tous les mois pour vous, payer vos charges d'activité, quoi. Donc, bon, déjà avoir une idée. Lister les charges liées à mon activité, oui. Des fois, vous avez tendance à les oublier. Voilà, je dirais toutes les charges directes, puis il y a toutes les charges indirectes. Par exemple, quand vous prenez votre voiture et que vous faites des frais kilométriques, votre entreprise doit être en mesure de vous les rembourser, même si vous utilisez votre voiture perso, parce que vous n'avez pas une voiture de fonction. Voilà, donc, mais ça, après, vous avez des structures aussi qui peuvent vous accompagner, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, déterminer votre objectif de revenu net à moyen terme. Pour moi, oui, c'est important de le déterminer. Alors, il y a on va dire, moi je fais en plusieurs crans. Il y a le minimum, voilà, pour me dire que mon activité me convient. Et puis l'idéal. Alors je sais que pour certains ça peut faire un grand écart. Voilà, alors on peut dire le minimum, le réaliste et puis l'idéal. Et puis après, comme vous avez tendance à dire, plus c'est, mieux c'est. Et puis identifier les sources de financement possibles. Voilà, auprès de qui, voilà, est-ce que vous avez quel apport personnel vous avez, est-ce que vous avez de la famille qui peut apporter un peu, qui peut vous prêter un peu d'argent. Il y a des financements qui sont possibles pour démarrer une activité, mais le 100% de financement n'est pas possible. Voilà, donc je sais pour beaucoup on dit voilà, je vais aller chercher des fonds auprès des institutions. Voilà, c'est pas voilà, donc déjà le prévisionnel financier, moi je n'ai pas listé plus. Voilà, après je pourrais rentrer dans le détail, faire votre compte de résultat, votre plan de trésorerie. Voilà, mais c'est. Oui, alors après, voilà, là je donne un peu mon avis, mais parce qu'on peut faire un super beau prévisionnel et dans les faits, on a plein d'entrepreneurs qui arrivent avec des choses magnifiques et dans les faits, c'est pas du tout ça qui se passe la première année, quoi. Donc déjà, je trouve que être au clair avec ça, on va déjà pouvoir commencer à réfléchir à vos prix, à la rentabilité de votre activité, fixer vos prix, voilà. Ça peut vous permettre d'avoir aussi des objectifs à réaliser. Certains, c'est nécessaire, parce que du coup, on se trouve ça dans l'entreprise, des fois seul, et du coup, la personne au-dessus peut vous dire, voilà, il faut se bouger, etc. Et du coup, le fait de faire un prévisionnel financier aussi peut permettre de oui. Donc voilà, ce mois-ci, j'avais dit que je ferais tant de chiffre d'affaires, que je vendrais telle prestation, etc. Bon, mais j'ai pas vendu assez, donc le mois prochain, il faudra que je fasse un peu plus, etc. Donc ça vous permet aussi, vous, de donner vous-même des objectifs, en fait, à votre activité. C'est ça. C'est vrai qu'en plus, sur un prévisionnel d'activité, on va dire sur 3 ans, souvent vous démarrez votre activité. Alors là, 3 ans, ça vous semble super loin, vous n'arrivez pas à vous projeter. Donc après, ça peut être réfléchir aussi sur des paliers plus courts, dans 2 mois, dans 3 mois, voilà où j'aimerais en être. Le statut juridique. Alors c'est vrai que le statut juridique, nous, c'est la chose qu'on vous conseille de choisir en dernier. Parce que c'est vrai que le statut juridique, il va venir aussi des chiffres que vous allez rentrer. Voilà, si vous voulez être seul ou associé, selon la nature de votre activité, voilà vos besoins financiers, les charges que vous avez, le nombre de participants. Je ne sais pas si vous avez vu les statuts juridiques. Donc après, moi, mon métier, c'est pas de présenter les autres statuts juridiques, car je n'ai pas l'entière maîtrise. Oui. Oui, ouais, bien sûr. Oui, et puis ça peut aussi dépendre du volume de l'activité, du chiffre d'affaires, et puis de tout ce qu'on a vu, de l'adéquation. Voilà, quel projet, est-ce que je suis tout seul, est-ce que voilà, c'est ça. Bon, alors du coup, je vais le présenter rapidement puisque je vais normalement revenir le présenter. Ah d'accord, ok. Là, c'était vous présenter le statut qu'on propose en coopérative. C'est un nouveau statut qui est plus tout nouveau. C'est un statut juridique qui s'appelle le statut d'entrepreneur salarié. Donc ça peut paraître un peu bizarre parce que généralement on est soit entrepreneur soit salarié et puis les coopératives ont décidé d'assembler ces deux statuts. Pourquoi Parce que on ne fait pas plus protecteur qu'un contrat salarié et puis ça allie à la fois l'autonomie de l'entrepreneur. Donc nous c'est un statut qu'on propose dans nos coopératives. Donc les gens viennent tester leur projet en grandeur réelle.
ils bénéficient de ce statut d'entrepreneur salarié et à l'issue de 3 ans de parcours où ils ont testé leur activité, soit ça marche et ils s'en vont, soit ça marche pas et ils s'en vont, soit ça marche et on les accompagne à choisir un autre statut juridique, donc à s'immatriculer. Soit finalement ils sont bien au chaud et puis ils décident de rester à la coopérative pour une durée indéterminée. C'est le cas d'un des entrepreneurs du CEBA qui a fait ce choix-là. Voilà, soit on vous accompagne à changer de statut, mais vous avez pu tester votre projet en grandeur L. C'est-à-dire que pour tester son projet, pour commencer à le vendre, il faut quand même un statut juridique. Voilà, parce que si on le vend, c'est qu'on fait du black. Donc c'est des nouvelles alternatives, je dirais, que proposent les coopératives, par exemple les couveuses. Vous pouvez vraiment venir tester une idée, voilà, pendant un certain temps. Si ça marche, soit vous pouvez sortir de la coopérative, vous immatriculer, soit finalement ça marche pas et vous sortez, soit vous pouvez choisir de rester à la coopérative. Donc là, comme dans tous les statuts, il y a des avantages et il y a des contraintes. Donc voilà, en fonction. Donc entrepreneur à la coopérative parce que vous êtes autonome, c'est vous qui décidez, vous êtes propriétaire de votre portefeuille client. Vous êtes à la coopérative, mais vous avez bien votre nom de marque commerciale. Voilà, moi, tous les entrepreneurs que j'accompagne, ils ont une marque, ils ont une carte de visite à leur nom. C'est juste qu'en fait, on vous prête notre numéro de SIRET. Donc, on vous prête notre statut juridique, en fait, pour pouvoir tester votre projet. Voilà, c'est-à-dire que plutôt que vous immatriculer tout de suite et que vous n'allez pas savoir si votre activité marche, voilà, donc tester et développer votre activité, voilà, en toute légalité. Puis après, vous avez tous les avantages du salariat, donc droit à la formation, vous cotisez au chômage, même si pour l'instant ça vous semble peut-être un peu éloigné, vous cotisez à la sécurité sociale, donc ça veut dire qu'on n'est pas affilié au régime du RSI, au régime social des indépendants, peut-être que ça ne vous parle pas encore. Voilà, donc après Service Plus, on a une mutuelle pour les salariés, on a passé les 50 équivalents temps plein, ça vous parle plus là. Donc en fait on a un comité d'entreprise. Le but en fait c'est plutôt que d'être tout seul. Moi je suis une entreprise individuelle, finalement je partage mon entreprise au sein d'une grosse entreprise là chez Copalpha on est 150 entrepreneurs, voilà, et puis plutôt que d'être tout seul, voilà. Et puis j'ai des services plus, voilà, on a mis des chèques déjeuner en place pour les entreprises du bâtiment. Voilà, la crédibilité d'un CD, oui, parce que si vous voulez acheter, si vous voulez mettre vos enfants à la crèche quand vous en aurez. Voilà, et une équipe et un réseau pour vous entourer, voilà, on est une équipe de 13 personnes, on vous accompagne, en fait vous avez un parcours de formation. C'est vrai que souvent vous arrivez avec une casquette technique, alors vous avez fait BTS MUC, c'est bien, mais des fois on ne sait pas tout ce que c'est la gestion, on ne sait pas tout ce que c'est la TVA, on ne sait pas tout ce que ça veut dire le hors-taxe, on ne sait pas tout ce que c'est la marge nette, on ne sait pas tout, la différence entre le bénéfice et le chiffre d'affaires. On ne sait pas tous ce que c'est un contrat juridique, à quoi ça nous engage, si je fais une prestation et que j'ai pas de devis signé, voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc nous on vous accompagne à monter en compétence sur ces volets-là. Et puis moi-même pour avoir fait une école de commerce, voilà, on l'adapte, c'est aussi toute une gestion d'entreprise qui est adaptée à ce modèle coopératif et qui est quand même différent de ce qu'on apprend à l'école puisqu'on est sur un modèle qui est un petit peu différent. Ça va ou pas? Vous n'êtes pas perdu? Ouais. Non, j'essaie de vous la faire vite, normalement je le fais en 2h30, donc c'est un peu compliqué de vous le faire rapidement. Voilà, donc en fait, voilà, ça vous permet de tester votre activité. Voilà, c'est des nouvelles alternatives plutôt que tout de suite se plonger dans le grand bain. Voilà. Vous êtes perdu, j'espère pas. Voilà, après c'est aussi faites-vous accompagner, voilà, je vous ai mis des petites phrases philosophiques, se faire accompagner, une des clés de la réussite de votre projet, voilà, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Voilà, parce que le mythe de l'entrepreneur schumpeterien, comme je l'ai appris, voilà, c'est un petit peu démodé et voilà, c'est vrai que voilà, on n'est pas tous chefs d'entreprise. Pour moi, loin de là, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Voilà, c'est des choses où on doit se former. Un chef d'entreprise, il a toute la casquette commerciale, gestion, juridique. À part si vous montez directement une grosse PME et que vous avez directement un directeur marketing, un directeur financier, ce qui n'est pas possible. Ou alors vraiment dans peu de cas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Aujourd'hui, il y a plein d'institutions. Il n'y a pas que les coopératives. Il y a la Fabrique à Projet aussi qui peut vous accompagner. Allez, nous, ça va du luthier à... J'ai des personnes qui font des produits écologiques nettoyants.
On a des gens dans le numérique qui travaillent sur la big data. Voilà, c'est très vaste, hein. Des gens dans le bâtiment, des charpentiers, des entreprises où ils sont tout seuls, des entreprises où ils sont 4. Ouais, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, je pense qu'ils sont en train de réaliser qu'en fait, tout ce qu'ils sont en train d'apprendre actuellement en management, en marketing, etc. Non, on va dire, non, mais que concrètement, c'est ce qui se passe au quotidien dans votre vie, quoi. Et que demain, vous voulez entreprendre, bah, tout ce que vous voyez, en théorie, bah, ça va se conceptualiser en pratique. Mais tout à fait, c'est vraiment des outils qui servent au quotidien. Et je dirais qu'en plus, il ne faut pas les faire qu'une fois. Voilà, c'est-à-dire que l'analyse, l'étude de marché, c'est toute la vie de l'entrepreneur. C'est pas parce que vous l'avez fait une fois qu'il faut la mettre de côté. La législation, elle change, l'environnement politique, il change, et puis ça change même très vite. Donc je dirais que si on ne veut pas devenir obsolète, voilà, il faut quand même... Culture commerciale, tout ça, normalement, c'est des petits termes qui doivent leur parler. ouais, tout à fait. Veille informationnelle. Ouais, je sais pas si... Vous avez des questions? Aucune question? Et Juste un conseil, ne brûlez pas vos cours une fois que vous en avez tous envie. Ne les brûlez pas, parce que quand vous aurez votre boîte, à un moment donné, dans votre parcours, vous ressortirez. c'est ça. Et alors, c'est pas Et là, pour... voilà, là vous remettrez le nez dedans et vous direz, ah non, c'est vrai que là ça ne me parlait pas du tout quand j'ai commencé, pas du tout, parce que c'était super loin, il n'y avait aucun esprit concret, il n'y avait aucun esprit financier de retour aussi, d'application de ce qu'on nous a appris. Alors que quand c'est votre boîte, de suite vous avez le retour. Et vous dites, ah oui, si je fais ça, ça va m'apporter ça, du coup ça va développer, et c'est beaucoup plus concret que quand vous y êtes, sauf que le problème à ce moment-là, c'est que vous n'avez plus le temps de le faire. Donc gardez bien vos cours, apprenez-les tant qu'à faire, comme ça vous les aurez assimilés et vous n'aurez plus à replonger dedans pour pouvoir appliquer quand vous aurez votre boîte, parce qu'après c'est le temps, c'est après le temps que vous allez trouver. Donc voilà. Puis vous allez poser... ouais. Puis vous allez poser les fondations de votre entreprise. Je dirais que si dès le départ c'est un peu bancal, on a beaucoup de gens qui se précipitent, en fait, qui font pas d'études de marché, qui prennent un peu le premier client, et puis finalement ils ont posé des fondations bancales. Moi, ce que j'ai entreprendre, c'est aussi renoncer. C'est des fois, faut savoir dire non. Voilà, non, je vais pas voir ce client parce que il me demande de faire un prix et que moi, je rentre pas du tout dans mes coûts. Donc voilà, entreprendre, c'est renoncer. Des fois, vous y gagnez plus à dire non que voilà, à dire oui, 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 oui. Oui, 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 je prends tout, je prends tout. Oui, mes clients, c'est tout le monde. Voilà, donc voilà, je suis assez d'accord. Vous posez aussi les fondations, donc il faut bien les poser, bien prendre le temps d'étudier, parce qu'après, voilà, une fois que vous êtes dans le rush, nous, on a des entrepreneurs qui voilà, font le choix au début de positionner de prendre les premiers clients, puis finalement, en fait, c'est ces clients-là qui les font vivre, puis ils auront envie de sortir de cette spirale, et c'est trop tard. Voilà, parce que ils ont besoin d'argent pour vivre, donc ils ont besoin de ces clients, et ils ne peuvent plus repositionner leur activité. Moi, je rajouterais juste que généralement, quand on monte son entreprise, on a une entreprise d'un produit qu'on affectionne, qu'on aime particulièrement, etc. Et attention, on ne vend pas et on ne devient pas entrepreneur sur un produit qu'on affectionne particulièrement, mais par rapport à des besoins du marché. C'est pas vous qui achetez. Oui. Vous avez le vendu. C'est les clients qui vont acheter. Donc, ça répond à un besoin. Oui. Non, j'ai des anecdotes comme ça où j'ai des entrepreneurs qui me disent oui, je vais appeler mon entreprise ça parce que je voulais appeler ma fille comme ça. Ah non, mais non. Oui. Moi, je vous dirais que non. Non. Aujourd'hui, il y a quand même plein de structures qui existent. Alors après, on va avoir la vision d'un entrepreneur qui va peut-être pas être d'accord avec moi. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même plein de structures qui existent où vous pouvez vous faire accompagner. Voilà, non. Mais ça, après, comme on dit, le cimetière des entreprises, il y a plein de bonnes idées dedans. Voilà, moi, j'ai accompagné plein de porteurs de projets, ils avaient des super idées sur le papier, puis des fois, ça marche pas parce que voilà, il n'y a pas le besoin, il n'y a pas la demande, le projet est trop innovant, pas d'argent. Après, je crois qu'aussi, il faut arrêter de penser que voilà, les institutions vont financer 100% du projet. Ça, il peut y avoir des aides, il y a des choses qui existent. Voilà. Nous, non. Après,
Oui, 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 oui. Après, on travaille en partenariat avec certains incubateurs et eux, c'est vrai que c'est vraiment les incubateurs, c'est vraiment eux leur métier, je dirais, d'accompagner sur la levée de fonds et ils sont beaucoup plus spécialisés que nous. Là, moi, c'est clair que c'est pas mon cœur de métier. Nous, c'est vrai qu'on est plus sur l'hébergement juridique. Puis souvent, des fois, on couple avec un incubateur qui va plutôt les aider. Voilà, nous, ils viennent tester leur projet, ça marche, il faut changer d'échelle. Donc là, il faut d'investissement, il faut lever des fonds. Et là, l'incubateur prend le relais et leur ouvre les portes, je dirais, des financements possibles, hein. Après, oui, il existe des choses, hein. On travaille avec l'initiative à Agir ABCD qui est une association d'anciens chefs d'entreprise qui intervient aussi avec la fabrique à projet. Et du coup, ils font par définition de gérants d'initiative sur des prix d'honneur, etc. Donc après, on accompagne là-dessus pour vraiment monter les dossiers. Alors, ça ne veut pas dire que quand le dossier passe en commission, ça a été accepté. Ça dépend du projet, ça dépend aussi de la nature de l'innovation ou pas. Enfin, voilà, puis du coup de la personne aussi, de son profil. Donc, voilà, il peut y avoir ça. Et en effet, après, on a des listes. Voilà, Oui, mais après, voilà, il y a la région qui finance. Après, il y a- C'est vrai que c'est un peu confus pour la personne. Alors après, c'est ce que disait Mélanie tout à l'heure et qui est vrai, c'est que le site de référence de la PCE est quand même très bien fait par rapport à tout ça, par rapport aux aides financières qu'il peut y avoir. Beaucoup pensent que je crée mon entreprise, mais de toute façon, j'aurai pas d'euros à débourser parce qu'il y a des aides financières. Non, beaucoup viennent nous voir en me disant, voilà, je veux créer, mais c'est quoi les aides financières? Attends, elles ne sont pas trop comme ça. Et puis, c'est surtout des aides financières, il n'y en a pas tant que ça, on sera plutôt sur du prêt 0%, mais après, ça dépendra des projets. Oui, puis après les aides elles changent aussi. Enfin là par exemple, je sais que la région, bon bah c'est, enfin en tout cas sur la région Aquitaine, en plus là maintenant c'est beaucoup sur le numérique. Après il y a des choses dans l'agroalimentaire, il y a des, après il y a BPI. Enfin après voilà faut s'orienter vers. Puis tout dépend de combien vous avez besoin, hein, parce que ça peut être 5000 comme ça peut être des. Oui. Ils vous disent sur quel projet on va pas pouvoir vous accompagner, ou bien sur quel autre on pourra vous apporter par exemple une subvention d'exploitation, mais pas partir par exemple du 10e mois d'existence de votre entreprise. Ah oui, non mais après il y a des conditions, hein. Non et puis après c'est vrai que les aides elles changent en plus assez souvent tous les ans, c'est-à-dire que voilà il y a des choses que, enfin moi par exemple je sais que j'ai accompagné une personne là en fin d'année, son dossier n'a pas pu passer, là on me dit bah non c'est plus du tout la même chose en 2015 qu'en 2016, donc bah il faut tout revoir parce que des fois il y en a qui vont je sais pas moi financer, nous on a eu un entrepreneur là qu'on a accompagné sur la région, il a eu un financement sur de la R&D pour développer un prototype. Parce qu'il y avait il y avait une ligne numérique, donc après c'est vrai que ça change, donc il faut se tenir voilà c'est ça. Il y a d'autres financements qui vont pas être possibles à partir du moment où dans ton projet tu envisages d'avoir par exemple un salarié pour commencer. Ah mais oui. Ah oui, oui, mais bien sûr, hein. Enfin, il y en a, c'est que sur sur les frais de communication, il y en a c'est sur la chaîne matérielle, il y en a, c'est sur la R&D, enfin. Voilà, après. Et puis après, il y en a, c'est sur. Ouais, ouais. Concrètement, ce qu'il faut bien se faire, c'est que de toute façon, on est là sur la création d'entreprise. Si vous commencez à créer une entreprise en vous disant, mais je vais toucher telle aide pour m'aider à développer une structure, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est déjà le produit que vous allez vendre. Avant que vous ayez créé votre entreprise, normalement, vous savez déjà que vous avez des clients. Parce que vous l'avez testé, parce que vous savez déjà que vous avez des bonnes commandes avant de créer. Et là, on peut partir. Mais si on attend après les aides, déjà, on n'en a pas. Et concrètement, on n'est jamais dans la bonne case. Alors, je généralise pour expert. On est toujours dans la mauvaise case. Donc les aides, il ne faut vraiment pas compter dessus. Si on les a, par contre, c'est difficile. Qui vont nous permettre de développer. Ou alors, il faut arriver avec des garanties. C'est-à-dire que. Ouais. Oui. Globalement, on est toujours à devoir Ah non, mais. ce qu'on va nous prêter. Ce qui n'est pas possible, concrètement, quand on veut vraiment passer sa transition, c'est compliqué. Donc, il faut les analyser, parce qu'il y a de l'argent à récupérer, et ça serait dommage de ne pas le récupérer, parce qu'il y a des politiques d'État qui orientent vers tel et tel secteur d'activité, qui nous ont envie de voir émerger. Donc, ça, il faut suivre ce mouvement, parce que c'est de l'argent pour les jeunes, donc il faut le prendre. Par contre, il ne faut pas l'attendre. Non. Parce que le temps qu'on monte le dossier, ça peut changer. Et nous, si on en avait vraiment besoin de notre activité, c'est ça. Et puis il faut amener des garanties, hein. Là, on était sur un projet sur de l'industrie agroalimentaire. Bon, ben voilà, en gros, ce que leur ont dit les financeurs, c'est oui, mais ok. Par contre, vous arrivez avec une promesse d'achat d'un Leclerc. Voilà. Mais ça veut dire quand même que le produit a déjà été testé. Voilà, on part pas sur
sur des hypothèses. Donc oui, après, il existe des subventions. Voilà. Après, pour moi, en France, c'est pas plus compliqué de créer. Enfin, aujourd'hui, demain, si on veut créer, ça peut être très rapide aussi, hein. Après, ce qui est plus compliqué pour moi, c'est de pérenniser l'entreprise. Voilà. On n'a pas une culture dans ce pays. C'est la différence avec les pays, si on regarde les pays anglo-saxons, on n'a pas cette culture de l'entreprise parce qu'on a cette notion que de suite, si on est chef d'entreprise, on est riche. Oui. Ouais, ben. Il y a un amalgame entre les chefs d'entreprise et la richesse. Et trois quarts de nos entreprises sont des petites entreprises qui gagnent certainement la majeure partie beaucoup moins que des salariés. Donc voilà, on a encore sur cette fausse idée que la richesse, c'est l'entrepreneuriat. Tant qu'on sera encore dans ce modèle-là, on aura du mal à faire avancer les choses. Donc à vous de bosser là-dessus. On n'a pas le droit à l'erreur en France. On crée une entreprise. Oui. Alors que. On nous attend de tournant et on va attendre qu'on fasse. Ouais, alors que la culture anglo-saxonne, c'est que plus on a créé, plus on a échoué, mais alors meilleur on est parce qu'on a encore plus d'expérience que. Donc il y a des choses qui vont évoluer avec d'autres générations, qui vont évoluer dans l'entrepreneuriat, mais voilà, vous en êtes partie prenante. Mais il faut vous attendre de toute façon à avoir plus d'attendre en vous que d'aller, concrètement. Parce que la réussite que vous allez pouvoir générer, si vous avez un bon produit, si vous avez quelque chose, va renvoyer un miroir à ceux qui auraient pu le faire mais qui n'ont pas eu l'audace de le faire. Donc forcément, vous aurez beaucoup plus de personnes qui seront contre vous qu'avec vous. Pas en façade, hein. Façade, tout le monde vous aimera, tout le monde dira c'est génial et tout ça. Mais c'est pour ça, essayez déjà de vendre votre boîte. Être sûr que vous pouvez vendre avant de faire votre boîte, c'est déjà primordial. Mais vraiment les promesses de vente. Pas juste dire ouais, il est super. Oui, ouais, comme vous allez faire avec votre famille, qui va vous dire oh, super, puis ils vous achèteront un t-shirt. Ah oui, mais là, c'est pas le moment. C'est pas le moment, votre concept il est super, mais dans 5 ans, le temps que le marché suive votre idée, vous avez le temps de fermer 3-4 ans. D'accord? Ben, merci à vous. Je sais pas où je mets ça.